Un garçon rejeté et affamé a été abandonné seul dans la forêt. Un millionnaire l'a trouvé évanoui de faim, et en apprenant la raison, il est resté sous le choc. La forêt autour du petit village de Saint-André, en périphérie de Lyon, s'étendait comme un monde secret, un royaume de mousse épaisse, de branches entrelacées et de bruissements d'animaux invisibles. C'était là que Julien marchait pieds nus, les orteils mordus par le froid du sol humide. Il n'avait que 9 ans, mais dans ses yeux luisait une fatigue ancienne, presque adulte. Chaque pas faisait craquer les feuilles mortes, et ce son semblait le faire tressaillir, comme s'il s'attendait à être découvert, puni, arraché de ce semblant de liberté. Ses bras frêles pendaient le long de son corps, un peu trop maigre, un peu trop rigide. Sa chemise, tachée de terre, laissait entrevoir sa peau marquée de bleu et d'égratignures. Julien n'avait pas de destination précise, seulement l'instinct de s'éloigner. Il voulait fuir quelque chose de plus sombre que la nuit qui tombait. À chaque recoin de son esprit, des souvenirs perçaient, tranchants. Une porte qui claque, une voix d'homme grondante, « Dégage d'ici !» Puis une autre, plus lasse, plus blessée. « Tu nous fatigues, Julien. » Personne, dans le village, ne savait exactement d'où il venait. On l'avait vu parfois traînant près de l'épicerie ou dans les ruelles où les lampadaires créaient des oasis de lumière dans l'obscurité. Il ne mendiait pas, ne parlait à personne. Certains l'avaient pris pour un fils de passage, d'autres pour une ombre. Il appartenait à cette catégorie d'enfants dont on détourne les yeux, par gêne, par peur de comprendre. Julien, lui, connaissait bien la forêt. C'était son refuge depuis des mois. Il s'y glissait dès que les cris à la maison devenaient trop forts, dès que les repas disparaissaient, remplacés par des menaces. Il préférait le silence des arbres au vacarme des disputes. Ici, même le vent semblait vouloir le consoler, glissant sur sa peau, comme une caresse muette. Il connaissait les endroits où poussaient les baies, les racines qu'il pouvait mâcher sans tomber malade, les troncs creux où se cacher en cas de pluie. Mais ce jour-là, il avait faim. Une faim qui tordait son ventre comme un serpent invisible. Il n'avait rien mangé depuis plus de 24 heures. Ses pas devenaient moins assurés, ses gestes plus maladroits. Il avait repéré un buisson de mûres, mais les fruits étaient trop hauts, hors de portée de ses petits bras. Il s'était étiré, s'était hissé sur la pointe des pieds, mais avait glissé et était tombé sur le sol humide. Le souffle court. Il avait voulu se relever, mais ses jambes ne répondaient plus. La forêt tournait autour de lui. Il tenta de crier, mais aucun son ne sortit. Il s'allongea alors sur le flanc, recroquevillé, le visage collé à la terre. Il se souvenait de la dernière fois que quelqu'un lui avait souri. C'était une vieille dame, peut-être une voisine, qui lui avait donné un morceau de pain dur. Elle avait murmuré quelque chose, mais il ne s'en souvenait plus. Tout ce qu'il savait, c'est qu'il ne voulait plus retourner là-bas. Pas dans cette maison, pas avec eux, si on pouvait encore appeler ça une maison. La nuit tomba doucement, enveloppant la forêt dans une obscurité bleutée. Julien ne bougeait plus. Le vent s'était levé et les arbres semblaient chuchoter entre eux. Son souffle devenait plus lent, plus faible. Pourtant, au fond de lui, une petite braise persistait. Il ne voulait pas mourir ici. Il voulait juste qu'on l'aime, qu'on le voie, qu'on le cherche peut-être un jour. Mais ce jour-là, il semblait très loin. Alors, les yeux à demi clos, il laissa son esprit flotter, suspendu entre l'ombre et le silence, entre les arbres qui ne posaient pas de questions et les souvenirs qu'il essayait d'oublier. Le soleil perçait à peine à travers les feuillages, quand Mathieu Durand, costume impeccable malgré la poussière du chemin, avançait d'un pas pressé sur le sentier forestier. Ce n'était pas son habitude de quitter la ville, encore moins de s'enfoncer dans la nature sauvage. Mais ce matin-là, quelque chose l'y avait poussé. Une réunion annulée, un appel qu'il n'avait pas envie de prendre, une fatigue qu'aucun verre de vin ni dossier clos n'apaisait. Il avait pris la route jusqu'à sa maison de campagne, et sans trop réfléchir, s'était aventuré dans cette forêt qu'il connaissait à peine. Le sol était irrégulier, couvert de racines, et ses chaussures de cuir italien n'étaient clairement pas faites pour ce genre d'escapade. Il pestait à mi-voix, regrettant presque d'avoir quitté ses écrans, quand son pied manqua de trébucher sur ce qu'il crut être une souche. Mais ce n'en était pas une. Le corps frêle d'un enfant gisait là, recroquevillé, presque invisible sous les feuilles tombées. Il se figea. Le cœur battant, il se pencha lentement, craignant le pire.
Le garçon était inconscient mais respirait faiblement. Son visage, à demi couvert de terre séchée et de larmes anciennes, portait une expression de détresse figée. Mathieu sentit son estomac se contracter. Il avait vu des choses dans sa vie d'homme d'affaires, manipulation, faillite, trahison, mais jamais un enfant ainsi abandonné, au bord de l'épuisement total. Sans réfléchir, il retira sa veste et en enveloppa l'enfant. Il n'y avait pas de réseau ici, pas moyen d'appeler des secours. Il le souleva tant bien que mal, surpris par la légèreté du petit corps. Julien ne réagit pas. Il était brûlant de fièvre. Mathieu, suant malgré la fraîcheur de la forêt, retourna sur ses pas aussi vite que possible, son fardeau dans les bras, priant pour arriver à temps. 1 heure plus tard, il franchissait les portes de l'hôpital de Bourgoin-Jallieu. Les infirmières, alertées par son arrivée précipitée, accoururent aussitôt. Mathieu, le souffle court, expliqua brièvement la situation. Il était seul dans la forêt, inconscient. Je ne sais pas qui il est. On l'emmena en salle d'examen, tandis que Mathieu restait là, les mains sales, la chemise froissée, figée devant la porte, comme si son corps refusait de bouger tant qu'il ne saurait pas ce qui allait advenir de l'enfant. Les heures passèrent. Il apprit que le garçon n'avait aucun document sur lui, aucune trace d'identité. Il souffrait de déshydratation sévère, de carences multiples, mais ne présentait pas de blessures critiques. Les médecins, bien que préoccupés, étaient optimistes. Quand on lui demanda s'il connaissait l'enfant, Mathieu secoua la tête. « Non, je l'ai trouvé par hasard. Mais je veux savoir qui il est. Je veux comprendre. » Assis sur une chaise inconfortable de la salle d'attente, il observait les allées et venues du personnel soignant. Un sentiment étrange l'envahissait, quelque chose de plus fort que la pitié ou la simple compassion. Une impression qu'il n'avait pas croisé cet enfant par hasard. Que cet événement, aussi improbable soit-il, était le début de quelque chose. Il ne savait pas encore quoi. Lorsque l'on vint lui dire que le garçon s'était réveillé mais qu'il ne parlait pas, Mathieu demanda s'il pouvait le voir. On accepta à condition de ne pas trop le brusquer. Il entra alors dans la chambre doucement. Julien, toujours pâle, était couché sous une couverture épaisse. Ses yeux sombres fixaient le plafond sans émotion. Il tourna lentement la tête vers l'homme en costume. Ils se regardèrent un instant en silence. Mathieu s'assit sur le bord du lit sans savoir quoi dire. Il se contenta de poser doucement une pomme sur la table de chevet. « Tu dois avoir faim. » Le garçon ne bougea pas, puis ses yeux glissèrent sur le fruit avant de revenir à l'homme. Une tension imperceptible reliait leur respiration. Rien n'était dit, mais quelque chose venait de naître, une brèche dans la solitude de l'un, un appel dans l'inconscient de l'autre. Mathieu resta là plusieurs minutes, jusqu'à ce que Julien referme les yeux. Il n'avait pas parlé, mais il n'était plus seul, et cela Mathieu le comprit immédiatement. Il ne quitterait pas ce garçon sans réponse. La chambre d'hôpital semblait trop grande pour un si petit corps. Julien, enfoncé dans les draps blancs, ressemblait à une feuille d'automne oubliée sur un lit de neige. 2 jours s'étaient écoulés depuis son arrivée, et malgré les soins attentifs du personnel médical, le garçon n'avait pas prononcé un seul mot. Il acceptait à peine la nourriture qu'on lui apportait et refusait tout contact avec les infirmières. Il dormait beaucoup, ou du moins gardait les yeux fermés pour éviter le monde. Mathieu venait chaque jour. Il s'asseyait sur la même chaise, posait un fruit ou un biscuit sur la table de chevet et restait silencieux. Il ne posait pas de questions. Il ne forçait rien. Il se contentait d'être là, présence stable dans un monde instable. Le regard du garçon, d'abord fuyant, commença à se poser sur lui plus souvent. Il observait son visage, sa manière de croiser les bras, son imperceptible sourire quand l'odeur du café de l'hôpital le dérangeait. Le 3e matin, Julien accepta un morceau de pain que Mathieu avait apporté dans un sachet en papier. Il le prit avec lenteur, le porta à sa bouche, mordit une fois, puis reposa le reste. Ce simple geste fut une victoire silencieuse, mais immense. L'après-midi du même jour, une infirmière demanda à Mathieu s'il voulait rester un peu seul avec le garçon. Il hocha la tête. Quand la porte se referma, le silence devint presque sacré. Il s'approcha du lit, mais cette fois, il ne s'assit pas. Il s'agenouilla à la hauteur de Julien. « Tu sais, je m'appelle Mathieu, je ne veux rien te prendre. Je veux juste que tu sois bien. » Sa voix était calme, sans urgence. « Tu n'es pas obligé de parler, pas aujourd'hui, pas demain. Mais si un jour tu veux que quelqu'un t'écoute, je suis là. » Julien le fixa, les yeux brillants.
Il ouvrit légèrement les lèvres, puis les referma. Mathieu se releva doucement et fit mine de sortir. C'est alors qu'un souffle le retint. « Julien ». La voix était rauque, timide, presque étranglée. Mais elle brisa quelque chose dans l'air. Mathieu se retourna lentement. « Tu t'appelles Julien ?» demanda-t-il doucement. Le garçon hocha la tête. Un frisson passa dans la pièce. Le premier mot, le premier fil lancé entre eux. Mathieu s'approcha de nouveau, mais resta debout. Il ne voulait pas effrayer l'enfant par une proximité trop rapide. « Tu veux que je dise à quelqu'un que tu es ici? À ta famille, peut-être ?» Julien baissa les yeux. Un long silence s'installa. Puis il murmura « Maman, dis, que je dérange ?» Il jouait avec le bord du drap, les doigts tremblants. Papa s'a dit de partir. Il a dit « Disparais, fous le camp ». Ces mots, dits presque sans émotion, frappèrent Mathieu comme un coup de massue. Il se força à rester calme, à ne pas réagir avec violence. Le garçon ne devait pas sentir sa colère. Il inspira lentement. « Et tu es parti ?» Julien hocha la tête sans lever les yeux. « J'ai marché, longtemps. » Mathieu s'assit enfin mais garda ses distances. « Tu as été très courageux. Tu sais ça ?» Le garçon haussa les épaules, comme si ce mot n'avait aucun sens pour lui. Le courage pour lui n'était pas une valeur. C'était une nécessité, une condition de survie. Ce soir-là, Mathieu resta plus longtemps que d'habitude. Il ne parla presque pas. Il observa simplement le garçon endormi, les traits encore tendus même dans le sommeil. Il savait désormais que cet enfant n'était pas un égaré, mais un rejeté. Et cette différence faisait toute l'horreur de la situation. En quittant l'hôpital, il composa un numéro sur son téléphone. La voix de son assistante répondit aussitôt. « Véronique, je veux que tu me trouves tout ce que tu peux sur un garçon nommé Julien. Aucun autre nom, juste Julien. Environ 9 ans. Trouvé près de Saint-André, il y a 3 jours. Parle aux hôpitaux, aux écoles, aux services sociaux. Dis que c'est urgent. » Il raccrocha. Une tempête grondait en lui, mais il ne la laissa pas sortir. Il n'en avait pas le droit, pas encore. Il devait d'abord comprendre. Ensuite, il agirait, et il ne reculerait devant rien. Les jours suivants, Mathieu vécut suspendu entre ses obligations professionnelles et ses visites à l'hôpital. Il gérait ses réunions à distance, réduisait ses déplacements au strict nécessaire et contre toute attente de ses collaborateurs, refusait les dîners mondains. Son quotidien tournait désormais autour d'un nom, d'un regard sombre et d'une voix éteinte, Julien. Pendant ce temps, Véronique, son assistante fidèle et redoutablement efficace, menait une enquête discrète mais méthodique. Elle mobilisa des contacts dans les services sociaux, consulta des bases de données éducatives et sanitaires et contacta des connaissances au sein de la mairie de Saint-André. Après 3 jours, elle envoya un dossier crypté à Mathieu avec un simple message « Je crois que c'est lui ». Le dossier contenait un nom complet, Julien Renaud, né à Lyon, domicilié jusqu'à récemment dans une maison délabrée à la sortie nord de Saint-André. Les photos officielles, bien que datées de 2 ans, montraient déjà un garçon au regard vide, au sourire forcé. Le nom des parents y figurait aussi, Claire Morel et Thierry Renaud. Le fichier indiquait plusieurs signalements auprès des autorités pour négligence parentale, mais tous classés sans suite. 2 rapports faisaient mention de coups, d'absence de scolarisation régulière et d'environnement insalubre. Mathieu parcourut les documents, la gorge serrée. L'un des rapports provenait d'une institutrice de l'école communale, affirmant que Julien arrivait souvent affamé, parfois avec des vêtements sales ou trop légers pour la saison. Elle avait alerté les services sociaux à 2 reprises. En vain. Un autre document, signé d'un assistant social, décrivait une visite à domicile, maison en désordre, mère agressive, père absent. Mais aucune preuve tangible n'avait permis de prendre des mesures. Les pages du dossier s'accumulaient, comme des pierres sur la poitrine de Mathieu. Ce n'était pas une erreur, ni un oubli isolé. C'était un enchaînement de renoncements, un silence collectif. Et Julien, au centre de ce désert d'inaction, avait été laissé à lui-même. Le lendemain, dans la chambre d'hôpital, Mathieu s'assit à sa place habituelle. Julien dessinait sur une feuille qu'une infirmière lui avait donnée. Ce n'était pas vraiment un dessin, plutôt des traits, des cercles fermés, des formes récurrentes, des spirales. « Tu aimes dessiner ?» demanda doucement Mathieu. Julien haussa les épaules. Il continuait de tracer sans vraiment regarder ce qu'il faisait.
« Est-ce que tu veux me parler de ta maison ?» La question était simple, posée sans pression. Julien s'arrêta un instant, le crayon en suspens, puis il reprit, plus lentement. Il y avait des cris, tout le temps. Maman criait, mais pas sur moi, sur les murs. Et papa, il me regardait comme si j'étais pas là. Mathieu se força à rester impassible. Julien ajouta, presque pour lui-même, il disait que j'étais un poids mort, que je coûtais trop cher. Le silence retomba. Mathieu se leva, marcha jusqu'à la fenêtre. Le ciel était bas, gris, lourd. Il se sentit envahi d'une fatigue qu'aucune nuit de sommeil ne pourrait réparer. Il se retourna vers Julien, dont les yeux s'étaient levés vers lui. « Tu as quelqu'un d'autre dans ta famille? Une tante? Un oncle? Une grand-mère » Julien secoua la tête, puis hésita. Mémé était gentille, mais elle est partie. Mathieu nota ce détail dans un coin de son esprit. Rien ne devait être laissé au hasard. Il savait désormais ce qu'il devait faire. Il ne s'agissait plus de compassion, il s'agissait de justice. Plus tard, ce soir-là, il retourna dans son bureau, rouvrit le dossier de Julien et ajouta ses propres annotations. Il prit contact avec un avocat spécialisé en droit des mineurs, exigea discrétion et célérité. Il voulait faire rouvrir le dossier, il voulait que les parents de Julien soient confrontés à leurs actes. Mais au fond, plus encore, il voulait comprendre. Comprendre pourquoi le système avait échoué, pourquoi tant de gens avaient vu et détourné les yeux. Et surtout, il voulait offrir à Julien ce que personne ne lui avait donné jusqu'ici. Un adulte qui ne disparaît pas. Après la première tempête, dans le calme pesant de son bureau lyonnais, baigné par la lumière dorée de la fin d'après-midi, Mathieu feuilletait les pages d'un document qu'il avait réussi à obtenir par des moyens officieux. Un rapport classé, enfoui dans les archives du service social départemental, marqué d'un simple tampon rouge, affaire close, absence de preuves. Mais ce qu'il lisait entre les lignes racontait une toute autre histoire. Une histoire de peur, d'inertie et d'abandon. Le rapport, rédigé il y a 8 mois par une jeune assistante sociale nommée Delphine Girard, décrivait en détail une situation de négligence sévère. Julien y était présenté comme un enfant à risque, vivant dans un foyer instable, soumis à des carences alimentaires visibles et à un isolement affectif manifeste. L'enquêtrice notait avoir tenté à 2 reprises d'obtenir un mandat pour une intervention urgente, sans succès. À chaque fois, sa demande avait été rejetée pour manque de fondement légal. Et à la 3e tentative, le dossier avait été transféré à un supérieur qui, sans explication, l'avait classé. Ce qui frappa Mathieu plus que tout, c'était la note manuscrite griffonnée au bas d'une page. « Si quelqu'un ne fait rien, ce gamin va disparaître sans que personne ne le remarque. » Il ferma les yeux un instant. L'indignation montait en lui, froide et implacable. Ce rapport avait été vu, lu, archivé et oublié. Il demanda à Véronique de contacter discrètement Delphine Girard. Elle accepta de le rencontrer dans un café discret à la Croix-Rousse. Lorsqu'elle arriva, elle semblait fatiguée, les traits tirés. Elle reconnut immédiatement le nom de Julien. Son regard se baissa quand Mathieu lui montra la photo récente du garçon à l'hôpital. « Je savais qu'il finirait mal, » murmura-t-elle, « mais je n'avais pas le pouvoir de faire plus. Mon chef m'a fait comprendre qu'on ne déclenche pas une procédure coûteuse pour un dossier fragile, que sans preuve de violence directe, il valait mieux classer. » Mathieu ne répondit pas tout de suite. Il laissa ses doigts tapoter légèrement contre sa tasse. « Vous avez essayé, je l'ai vu, mais combien d'autres n'ont rien fait ?» Elle haussa les épaules, l'air lasse. « On apprend vite à se protéger, monsieur Durand. Sinon, on ne tient pas dans ce métier. » Cette phrase resta gravée dans l'esprit de Mathieu. Ce n'était pas un aveu de lâcheté, c'était un constat d'échec systémique. Le soir même, il rentra à la maison, où Julien l'attendait. Le garçon avait obtenu une permission exceptionnelle de quitter l'hôpital pour quelques jours, sous surveillance médicale. Mathieu avait fait préparer une chambre pour lui, simple mais lumineuse, avec un lit neuf, des draps choisis avec soin, des livres sur les étagères. Julien y entrait à petits pas, comme si chaque objet pouvait se retourner contre lui. À sa table, il mangeait en silence, mais ne fuyait plus le regard de Mathieu. Il écoutait quand on lui parlait, hochait parfois la tête. Ce soir-là, alors que les ombres s'étiraient sur les murs, Mathieu posa une main hésitante sur la table. «
Julien, j'ai lu des choses. Sur toi. Sur ta famille. » Le garçon baissa la tête, mais ne se replia pas. « Je veux te dire quelque chose, » continua Mathieu. « Tu n'es pas invisible. Tu ne l'as jamais été. Ceux qui t'ont laissé tomber ont eu tort. Et maintenant que tu es là, je te promets que je ne laisserai plus personne t'abandonner. » Julien leva les yeux. Qu'instant ils brillèrent d'une émotion contenue. Il ne dit rien, mais il resta là, sans bouger, sans fuir. Ce soir-là, dans le calme d'une maison trop grande pour deux, un pacte silencieux se forma entre eux. Et dans l'esprit de Mathieu, une décision prenait racine. Il ne se contenterait pas de sauver Julien. Il allait forcer le monde à voir ce qu'il avait refusé de regarder. Le ciel de Saint-André était chargé de nuages épais lorsqu'un véhicule sombre quitta la grande route et s'engagea sur le chemin de terre menant à une vieille bâtisse isolée. Mathieu conduisait seul, les mains crispées sur le volant, le regard fixe. Depuis qu'il avait lu le rapport enterré, depuis qu'il avait vu les yeux de Julien supporter sans trembler les vérités les plus dures, quelque chose s'était figé en lui. Il ne pouvait plus rester spectateur. La maison apparaissait enfin comme sortie d'un passé défraîchi. Les volets étaient cassés, une gouttière pendait de travers. L'herbe, haute et jaunie, trahissait l'abandon d'un foyer qui n'en avait jamais été un. Mathieu coupa le moteur. L'air était lourd, porteur d'une tension sourde. Il frappa à la porte. Aucun son. Il frappa encore, plus fort. Cette fois, des pas traînants, un grincement, puis une silhouette apparut. Claire Morel, les traits tirés, le regard vide, une cigarette entre deux doigts tremblants. « Qu'est-ce que vous voulez ?» dit-elle, sans préambule. Mathieu la fixa. Il était venu sans haine, mais pas sans colère. « Je suis venu parler de Julien. » Elle haussa un sourcil, souffla la fumée vers le plafond. « Ah, lui. Il est à l'hôpital. » La phrase était sèche, maîtrisée. Claire haussa les épaules. « Il en verra d'autres. Les gamins sont faits pour ça. » Mathieu serra la mâchoire. « Vous savez dans quel état je l'ai trouvé ?»« Écoutez, monsieur, je sais pas qui, » dit-elle en pointant un doigt osseux dans sa direction. « J'en ai ma claque qu'on vienne me parler de ce gosse comme s'il était un petit ange martyrisé. C'est un môme comme les autres. Il pleure, il boude, il fout rien. Et il me bouffait la vie. Alors vous l'avez laissé partir. Il est parti tout seul, je lui ai pas couru après. » À ce moment-là, une autre voix résonna derrière elle, grave, traînante. Thierry Renaud entra dans le cadre de la porte, une bouteille à la main, les yeux rougis. « T'as quoi ça? Un inspecteur ?» Mathieu se tourna vers lui. « Non, je suis l'homme qui a sauvé votre fils. » Un sourire mauvais naquit sur les lèvres de Thierry. « Sauvé? De quoi? C'est un fugueur. Il voulait faire son intéressant. Il voulait qu'on s'inquiète. Et vous? Vous vous êtes inquiété ?» Thierry éclata d'un rire amer. « Ce gosse, on l'a eu parce qu'elle voulait pas être seule. Et il nous a foutus dedans avec ses silences, ses regards de chien battus. » Mathieu fit un pas en avant, le regard acéré. « Vous l'avez affamé, laissé dehors, ignoré ses appels à l'aide. » Claire intervint, lasse. « Vous voulez quoi? Le reprendre? Allez-y. Si vous l'aimez tant, gardez-le. C'est pas comme si on allait se battre pour lui. » Le silence qui suivit fut lourd, glacial. Mathieu les observa tous les deux, comme on contemple des ruines. Puis il tourna les talons. Il ne répondit rien. Le verdict venait d'être rendu, sans tribunal, sans audience. Il l'avait abandonné depuis bien plus longtemps qu'il ne l'admettait. De retour dans sa voiture, il ferma les yeux un instant. Le goût amer de cette visite lui collait à la gorge. Mais une chose était claire désormais. Julien ne remettrait plus jamais les pieds ici. Il allait falloir se battre. Le système n'allait pas le lui confier sur une simple décision morale. Il fallait des démarches, des preuves, des engagements. Et pourtant, à cet instant précis, Mathieu ne doutait plus. Il irait jusqu'au bout. Le soir, Julien était rentré dans la maison de Mathieu, son sac d'hôpital à la main, une peluche offerte par une infirmière coincée sous le bras. Il le regarda comme pour savoir. Mathieu s'agenouilla devant lui. « Je suis allé voir tes parents. » Julien baissa les yeux. « Ils ont dit que si je te voulais, je pouvais te garder. » Le garçon releva lentement la tête, incrédule. « Tu veux que je reste ?» Mathieu le fixa droit dans les yeux. « Je veux que tu sois en sécurité. Et si pour ça il faut que tu restes ici, alors oui. » Julien ne dit rien. Mais cette nuit-là, pour la première fois, il dormit sans se réveiller en sursaut. Le quotidien changea subtilement.
comme une mélodie qui trouve peu à peu son rythme. Julien s'acclimata à la maison silencieuse de Mathieu, vaste et ordonnée, où chaque pièce semblait attendre une présence, un souffle de vie. Il avançait, encore à petits pas avec la prudence des animaux blessés, mais il n'était plus figé par la peur. Il observait, testait, découvrait. Il mangeait mieux, dormait davantage, et parfois, lorsqu'il pensait que personne ne regardait, il souriait. Mathieu, de son côté, se surprenait à adapter sa propre routine à celle du garçon. Il réduisait ses heures au bureau, laissait les réunions moins essentielles à ses associés, prenait le petit déjeuner à heure fixe, un rituel qu'il n'avait jamais respecté auparavant. Il lisait des histoires à Julien, parfois maladroitement, la voix un peu raide, mais toujours jusqu'au bout. Le soir, il vérifiait que les volets étaient bien fermés dans la chambre du garçon, qu'aucune lumière ne filtrait, qu'aucun bruit ne pouvait l'inquiéter. Ce n'était pas calculé, c'était devenu nécessaire. Un jour, alors qu'ils marchèrent dans le jardin, Julien s'arrêta soudain devant un vieux saule et demanda « Tu avais un papa, toi ?» Mathieu sentit une tension le traverser. Il fixa l'arbre, ses branches basses, comme si la réponse s'y trouvait. « Oui. » Il marqua une pause. Mais il n'était pas présent. Julien attendait, silencieux. Mathieu continua, la voix plus lente. Il était souvent absent, et quand il était là, c'était pire. Il ne disait pas grand-chose, sauf quand il criait. Et moi, je faisais tout pour qu'il ne me voie pas. Julien ne répondit rien, mais il posa sa main sur le tronc du saule, comme pour apaiser une mémoire qui ne lui appartenait pas. Ce soir-là, Mathieu monta au grenier pour la première fois depuis des années. Il ouvrit une vieille malle pleine de photos, de carnets, de souvenirs qu'il avait refusé de regarder. Parmi eux, une photo d'un petit garçon blond, assis, seul sur un banc, les bras croisés sur les genoux. Il était évident que ce garçon attendait quelque chose, ou quelqu'un. Il redescendit avec cette photo, la montra à Julien. C'était moi. Le garçon la prit, la regarda longuement. Puis il murmura « Tu avais l'air seul ». Mathieu hocha lentement la tête. Je l'étais. À partir de ce jour, quelque chose changea entre eux. Julien cessa de demander la permission pour s'asseoir près de lui, pour le suivre, dans la cuisine, pour poser des questions simples sur le monde qui l'entourait. Il voulait comprendre comment on faisait cuire un œuf, pourquoi les voitures avaient des vitres teintées, ce que signifiait une fusion d'entreprises. Mathieu, patient, répondait à tout. Et dans cet échange constant, il réalisait qu'il n'enseignait pas seulement, il recevait aussi. Julien avait une manière de regarder le monde qui lui échappait depuis longtemps. Une lucidité douce, une sagesse d'enfant abîmé mais encore intacte. Il posait les bonnes questions et il écoutait les silences comme des réponses. Un soir, Julien entra dans le bureau de Mathieu alors que ce dernier corrigeait un contrat. Il s'approcha du bureau, hésita. « Je peux t'aider ?» Mathieu sourit. « Tu veux devenir avocat maintenant ?» Julien haussa les épaules. « Peut-être. Ou docteur. Ou celui qui construit des ponts. » Mathieu leva les yeux. « Un ingénieur ?» Julien acquiesça. « Oui, comme ça les gens peuvent traverser. Même ceux qui sont loin. » Mathieu posa son stylo. Cette phrase résonna étrangement en lui, comme si Julien venait de nommer ce qu'il construisait, lui et l'enfant, depuis qu'ils s'étaient retrouvés, un pont. Un lien que rien n'expliquait mais qui devenait jour après jour plus solide. Le calme fragile que Mathieu et Julien avaient réussi à instaurer fut brisé une semaine plus tard, comme un verre trop tendu qui éclate sous la pression d'un mot de trop. Tout commença par un appel de Véronique, inhabituellement tôt, et d'un ton que Mathieu reconnut immédiatement, celui d'une urgence qu'on ne peut contenir. Ils ont publié quelque chose ce matin, page de couverture du Lyon Soir. Il n'eut pas besoin d'en entendre davantage. En quelques secondes, il était devant son ordinateur et les mots en gros titres lui sautèrent au visage. Un millionnaire sauve un enfant abandonné dans la forêt. En dessous, une photo floue de la maison de campagne de Mathieu et une autre plus nette de lui sortant de l'hôpital, Julien à la main. Le choc fut immédiat. Non pas parce que l'article révélait quelque chose de faux, mais parce qu'il brisait le cercle de protection qu'il avait tenté de construire autour de Julien. En quelques heures, des journalistes commencèrent à appeler au bureau, puis au portail de la maison. Des voitures se garèrent discrètement en face de leur entrée. Les flashs surgirent à travers les haies. Julien, qui jusque-là commençait à sortir seul dans le jardin, à s'habituer au silence protecteur du quartier, se referma aussitôt.
Il refusa de descendre au petit déjeuner. Il s'enferma dans sa chambre, les volets clos, et demanda que la lumière reste éteinte. Lorsqu'il accepta enfin que Mathieu entre, ses premiers mots furent « Ils vont venir me reprendre ?» Cette question si simple contenait toute l'angoisse que les derniers mois avaient laissée en lui. Mathieu s'assit au bord du lit, dans l'obscurité partielle. Il prit le temps. « Personne ne va te reprendre, Julien, je suis ici, je reste. » Mais le regard du garçon était fuyant, hanté par un doute ancien, celui d'un enfant trop souvent abandonné pour croire aux promesses. Le jour suivant, Mathieu tint une brève conférence de presse à l'entrée de sa propriété. Il était debout, droit, entouré de 2 avocats. Il lut un texte préparé sans répondre aux questions. L'enfant dont parle la presse est en sécurité. Il a été trouvé dans des conditions alarmantes et les services compétents ont été alertés immédiatement. Les démarches juridiques sont en cours et toute intrusion dans sa vie ou la mienne sera considérée comme une violation grave de sa protection. Il termina en demandant explicitement que l'on respecte le droit fondamental à l'intimité d'un mineur en situation de vulnérabilité. Puis il rentra sans un mot de plus. Mais le mal était fait. Le nom de Julien, bien qu'absent de l'article, circulait déjà dans les réseaux. Des anciens voisins commencèrent à parler. Une institutrice fut interrogée. Des spéculations émergèrent sur le rôle réel de Mathieu, sur ses intentions, sur sa capacité à élever un enfant. Certains tabloïds allèrent jusqu'à insinuer qu'il utilisait le garçon pour redorer son image de magnate distant et froid. Julien sentit tout cela sans qu'on ait besoin de le lui expliquer. Les regards changèrent quand ils allaient à la pharmacie ou au marché. Des mères chuchotaient. Un vieil homme leur demanda s'ils pouvaient faire une photo pour sa fille qui lit l'Express. Mathieu décida alors de l'éloigner de Lyon pour quelques jours. Ils partirent pour une maison plus discrète, en Provence, que Mathieu utilisait rarement. Là-bas, loin des regards, Julien recommença à parler un peu. Mais il était plus prudent, plus méfiant. Il regardait toujours par les fenêtres avant d'entrer dans une pièce. Il demandait où était Mathieu plusieurs fois par jour. Un soir, alors qu'ils regardèrent les étoiles dans le jardin, Julien murmura « Et si les gens pensent que je mens ?» Mathieu le regarda longuement. « Ce que les gens pensent ne change pas ce que tu as vécu. Et moi, je te crois. C'est tout ce qui compte. » Julien resta silencieux. Mais ce soir-là, il demanda à dormir dans la chambre de Mathieu, pas dans son lit, juste pas trop loin. Et Mathieu accepta, sans hésiter. Il savait que le monde venait de s'inviter dans leur histoire, mais que désormais, il n'y aurait plus de retour en arrière. Les jours en Provence s'égrenaient dans une tranquillité presque irréelle, comme si le tumulte lyonnais appartenait à un autre monde. Julien reprenait doucement son souffle, en profitant de promenades courtes dans les sentiers rocailleux et des après-midi passés à dessiner à l'ombre d'un figuier. Mathieu, de son côté, s'autorisait à ralentir. Il ne regardait plus l'heure. Il lisait davantage. Et surtout, il écoutait. C'est lors d'une de ces fins d'après-midi calmes que Julien, allongé dans un hamac, fredonna sans y penser une comptine. Les mots simples et anciens se perdaient dans l'air tiède. « Dors, mon enfant, dors sans bruit, la lune veille sur la nuit. » Mathieu, assis à quelques mètres, sentit son cœur se contracter. Cette chanson, il la connaissait. Il l'avait entendue 1000 fois, chantée par une voix féminine douce et profonde. C'était celle que sa propre mère lui murmurait lorsqu'il était enfant, lors de ces rares soirs où elle n'était pas prise par les mondanités ou les voyages. Il s'approcha lentement, comme si bouger trop vite pouvait effacer ce moment. « Où as-tu appris cette chanson ?» demanda-t-il. Julien haussa les épaules. « C'est ma mémé qui me la chantait. Avant qu'elle parte ?» Mathieu s'accroupit, troublé. « Tu te souviens de son prénom ?» Julien plissa les yeux, cherchant dans sa mémoire. « Suzanne. » Ce nom fit l'effet d'un écho lointain dans l'esprit de Mathieu. Suzanne, il le connaissait. Pas d'une Suzanne célèbre ou rencontrée récemment, non. C'était un nom lié à son enfance, enfoui dans une strate ancienne de souvenirs. Il se leva, retourna dans la maison, ouvrit un vieux tiroir où il gardait des albums de photos oubliés. Il feuilleta, fébrile. Et là, entre deux clichés d'anniversaire sans joie, une image le figea. Une femme au regard doux, en blouse, Claire tenant le petit Mathieu dans ses bras. Derrière, écrit d'une main soignée, « Suzanne M, gouvernante, été 1987 ». Il revint dehors, l'album entre les mains. Julien observa la photo
et son visage se transforma. « C'est elle. » Mathieu s'assit, les mains tremblantes. « Elle a travaillé chez mes parents. Elle s'occupait de moi quand j'étais petit. Et puis, un jour elle est partie, sans un mot. » Julien fixa la photo avec une intensité rare. Maman disait qu'elle avait fui, qu'elle l'avait abandonnée. Mathieu sentait les pièces du puzzle se mettre en place avec lenteur, mais précision. Claire, la mère de Julien, était donc la fille de Suzanne. Ce lien qu'il n'aurait jamais pu imaginer tissait une trame étrange entre leurs deux vies. Suzanne, présente dans les deux enfances, avait disparu mystérieusement, laissant une fille blessée puis un petit-fils livré à lui-même. Le reste de la soirée se passa dans un silence habité. Mathieu n'osa pas poser plus de questions. Julien, lui, semblait perdu dans ses pensées, comme si la chanson avait ouvert une porte qu'il n'était pas encore prêt à franchir. Mais Mathieu ne pouvait pas en rester là. Il confia la photo à Véronique dès le lendemain, lui demandant de retrouver tout ce qu'elle pouvait sur Suzanne M, son nom complet, ses origines, ce qu'elle était devenue. Il voulait comprendre pourquoi elle avait disparu, pourquoi elle n'avait jamais repris contact ni avec Claire ni avec lui. La semaine suivante, un courrier discret arriva. Véronique avait retrouvé une trace. Suzanne Morel, née en 1949, avait travaillé comme nourrice pour plusieurs familles de la bourgeoisie lyonnaise. Elle avait disparu des registres officiels en 1989, l'année même où elle avait quitté la maison des Durand. Aucune adresse, aucun décès enregistré, aucun héritage. Comme si elle avait effacé son existence. Mais un détail attirait l'attention. Un versement régulier, minime, effectué depuis un compte ancien vers une association rurale du Vercors. Mathieu comprit qu'il y avait une piste. Peut-être que Suzanne était toujours en vie. Peut-être qu'elle pourrait expliquer ce que Claire n'avait jamais dit. Ce soir-là, Julien s'endormit avec la photo entre les mains. Et Mathieu, dans le salon plongé dans la pénombre, regarda longuement le visage de Suzanne. Il n'y avait plus de doute. Ce passé n'était pas seulement un écho, c'était une racine, et il allait devoir l'exhumer pour que Julien puisse enfin comprendre d'où il venait et choisir où aller. Le tribunal de Lyon, massif et austère, trônait au cœur de la ville comme un théâtre de vérités inavouables. Ce matin-là, la salle d'audience était pleine. Journalistes, représentants des services sociaux, avocats et curieux s'y étaient réunis pour assister à ce qui était déjà surnommé l'affaire Julien Renaud. Un procès qui, au-delà des actes de Claire Morel et Thierry Renaud, exposait au grand jour l'incurie d'un système censé protéger les plus vulnérables. Mathieu, vêtu sobrement, entra par une porte secondaire, tenant Julien par la main. Le garçon, vêtu d'un pull gris et d'un pantalon neuf, semblait minuscule dans cet espace solennel. Il jetait des regards rapides, cherchant un repère dans cette foule qu'il ne comprenait pas vraiment. Mais il ne lâchait pas la main de Mathieu. Claire et Thierry étaient déjà là, assis côte à côte. Thierry arborait un air désinvolte, les bras croisés, tandis que Claire semblait épuisée, les yeux cernés, fuyant tout regard. Aucun des deux ne daigna regarder leur fils. Julien, lui, détourna les yeux en les apercevant. Le juge, un homme d'âge mûr à la voix posée, ouvrit la séance. Le procureur rappela les faits. Abandon de mineurs, négligence caractérisée, manquement grave à l'autorité parentale. Les preuves s'alignaient, impitoyables. Rapports médicaux, témoignages d'enseignants, fiches de signalement ignorées et surtout les photos de Julien au moment de sa découverte par Mathieu. Mince affaibli, les yeux vides. Ces images, projetées brièvement sur un écran, figèrent l'audience dans un silence glacial. Mathieu fut appelé à témoigner. Il raconta, avec une sobriété maîtrisée, la découverte du garçon dans la forêt, son état critique puis son évolution. Il évoqua les documents retrouvés, les démarches entreprises, les silences rencontrés. Chaque mot pesait lourd. Il ne cherchait ni gloire ni vengeance, seulement que la vérité soit dite. Puis vint le moment le plus redouté. Julien fut appelé à la barre. Une éducatrice spécialisée l'accompagna jusqu'au pupitre. Le silence devint absolu. L'enfant s'assit, les jambes balançant légèrement, les mains crispées sur le rebord. Le juge s'approcha, descendit quelques marches, parla doucement. « Julien, tu n'es pas obligé de répondre à toutes les questions. Mais si tu veux dire quelque chose, c'est le moment. » Julien regarda Mathieu, qui lui adressa un signe d'encouragement. Puis il prit une longue inspiration. « Je voulais juste être vu. Pas crier dessus, pas envoyer dehors. »
Sa voix était fragile mais claire. Maman me disait que j'étais lourd, que je servais à rien. Papa, lui, il disait que je lui faisais honte. Un jour, il m'a dit que si je partais, ça arrangerait tout, alors je suis parti. La salle retenait son souffle, mais dans la forêt, j'avais peur, et froid, et faim. Et je me suis dit que peut-être, j'étais vraiment pas important. Un frisson parcourut l'assistance. Julien poursuivit. Mais après, j'ai vu Mathieu, il m'a pas crié dessus. Il m'a porté. Il a attendu que je parle. Et il est resté. Il se tourna vers ses parents, les yeux brillants, mais ferme. Je voulais pas faire de mal, je voulais juste être un enfant. Le juge, visiblement ému, demanda une suspension. Durant l'interruption, plusieurs personnes s'essuyèrent les yeux. Les avocats de Claire et Thierry tentèrent de minimiser les faits, parlant de dépression postnatale, de précarité, de contexte social difficile. Mais les documents apportés par Mathieu et son avocat montraient que ces arguments ne suffisaient pas à justifier l'abandon pur et simple. Le verdict tomba en fin d'après-midi. Claire et Thierry Renaud étaient déclarés coupables de négligence grave et perte de l'autorité parentale. Une peine symbolique de prison avec sursis fut prononcée, mais l'essentiel était ailleurs. Julien ne leur serait plus jamais confié. Mais la surprise vint d'une lettre remise au juge durant l'audience, portée par un avocat âgé venu de Grenoble. Il déclara que sa cliente, Suzanne Morel, mère de Claire, était vivante, en soins palliatifs dans un hospice isolé. La lettre, écrite de sa main tremblante, racontait tout. Son départ forcé de chez les Durand après un drame familial, son silence imposé, sa tentative avortée de reprendre contact avec sa fille des années plus tard. Elle expliquait comment Claire, laissée seule avec un père violent, avait grandi dans la colère et le rejet. Elle demandait pardon, non pour se justifier, mais pour briser le cycle du silence. À l'écoute de ce témoignage posthume presque, Mathieu sentit Julien se raidir à ses côtés. Le passé ressurgissait, mais cette fois il n'était plus une menace. Il était une explication. Et Julien, pour la première fois, n'était pas seul pour l'entendre. Après le procès, un étrange calme s'installa autour de Julien et Mathieu. L'effervescence médiatique s'était estompée, remplacée par une attente feutrée, presque bureaucratique. L'État, malgré le jugement favorable, ne confia pas immédiatement Julien à Mathieu. Les procédures de l'adoption prenaient du temps, exigeaient des expertises, des validations, des réunions. Et pendant que le monde extérieur retournait à son rythme habituel, Julien et Mathieu demeuraient suspendus à une décision qui ne venait pas. Julien posait parfois la question, les soirs où le sommeil tardait à venir. Pourquoi ils hésitent? Mathieu, honnête, répondait simplement « parce que le système prend son temps. Mais moi, je n'hésite pas. » Ce fut durant cette période d'attente qu'un nouveau courrier sans logo ni expéditeur identifiable arriva chez Mathieu. Une enveloppe beige, calligraphiée à l'ancienne, à l'intérieur une lettre écrite à la main, signée d'un nom que Mathieu reconnut immédiatement. Suzanne Morel. Il la lut une première fois seul debout dans son bureau, les mains tremblantes. Puis, plus tard, dans la soirée, il s'assit près de Julien et lui demanda s'il voulait l'entendre. Le garçon acquiesça, la mâchoire serrée. « Mon petit Julien, si cette lettre t'arrive, c'est que j'ai enfin trouvé le courage de me montrer. J'ai vécu dans le silence parce que j'ai eu honte. Honte d'avoir fui. Honte d'avoir laissé Claire seule, même si je pensais la protéger. Quand elle était petite, son père devenait violent. Et moi, je n'ai pas su comment l'en sortir. Alors un jour j'ai disparu, croyant qu'en partant je le pousserais à changer. Je me suis trompé. Il est devenu pire. Et Claire, elle, est devenue ce qu'on devient quand on n'a jamais été aimé. Elle a porté sa colère comme un manteau trop lourd, et elle t'a blessé comme moi je l'avais blessé. Je n'ai jamais cessé de penser à vous. J'ai écrit des lettres que je n'ai jamais envoyées. J'ai suivi de loin vos traces, sans jamais oser me montrer. Et aujourd'hui, je suis fatigué, malade, mais je veux te dire que tu n'as rien à voir avec nos erreurs. Tu es un enfant pur, lumineux, et tu mérites mieux que ce que nous avons su te donner. J'ai vu ton visage dans les journaux, j'ai vu l'homme qui te tient la main, et j'ai compris que tu avais trouvé, enfin, quelqu'un qui restait, quelqu'un qui ne fuit pas. Alors je t'écris pour te dire que je ne reviendrai pas. Mais je veux que tu saches, je t'aime, et je te demande de ne pas m'attendre, va de l'avant, et si tu peux, pardonne-nous, pas pour nous, mais pour toi. Tendrement, ta mémé, Suzanne. » Julien resta silencieux longtemps après la lecture. Il ne pleura pas. Il ne parla pas.
Mais il garda la lettre, la rangea dans un tiroir de sa chambre et demanda qu'on ne la relise plus. Je veux juste me souvenir qu'elle a écrit, pas de ce qu'elle a dit. 2 jours plus tard, Mathieu fut convoqué à la préfecture. On lui annonça que le dossier d'adoption serait officiellement étudié en priorité, vu les circonstances exceptionnelles. Il manquait encore des entretiens, des validations, mais le ton avait changé. Il était désormais perçu non comme un simple sauveur médiatique, mais comme un tuteur légitime. Ce soir-là, dans la maison revenue au silence, Julien entra dans le salon où Mathieu lisait. Il s'approcha, se tint devant lui quelques secondes, puis demanda « Tu crois que si je t'appelais papa, ce serait bizarre ?» Mathieu, surpris, reposa son livre. Il se pencha, le regard droit. Ce serait le plus beau mot que j'ai jamais entendu. Julien hésita, puis, dans un souffle, « D'accord, papa. » Il y eut un battement, et puis un sourire, pas large, pas démonstratif, mais profond, inébranlable. Ils ne savaient pas encore ce que le futur leur réservait, ni combien de papiers il faudrait encore remplir. Mais ce mot venait de tout changer. Le printemps revint timidement sur Lyon, lavant les rues d'une lumière douce et indécise. Julien, désormais plus assuré dans ses gestes, reprenait une forme de vie normale. Il allait à l'école 3 fois par semaine, dans un établissement discret, choisi avec soin par Mathieu. Il suivait des cours particuliers les autres jours, pour rattraper les années perdues. Mais au-delà des livres, c'était dans les petits gestes que le changement le plus profond s'observait. Il riait parfois, parlait davantage, posait des questions sur le futur. C'est dans ce contexte que Suzanne Morel réapparut une dernière fois, non en personne, mais par le biais d'un avocat chargé de transmettre un message important. La vieille femme, malade et affaiblie, demandait à voir Julien. Elle n'avait plus beaucoup de temps et souhaitait lui parler de vive voix. Mathieu hésita. Julien, mis au courant, ne répondit pas tout de suite. Il réfléchit plusieurs jours en silence. Puis un matin, pendant qu'il prenait le petit déjeuner, il dit simplement « D'accord, mais je veux y aller avec toi ». Ils partirent ensemble le week-end suivant pour un hospice modeste niché dans les collines du Vercors. Là, dans une chambre baignée de lumière et d'odeur d'herbes médicinales, reposait Suzanne, le visage raviné par les années, mais les yeux encore vifs. Quand Julien entra, elle se redressa à peine, les bras tendus comme pour retenir une image qui allait lui échapper. « Mon petit », Julien ne dit rien. Il s'approcha lentement, puis s'assit sur une chaise près du lit. Mathieu resta en retrait, observant, prêt à intervenir si le silence devenait trop lourd. Suzanne parla la première. Sa voix était faible, mais déterminée. Elle raconta son départ, ses peurs, sa honte. Elle n'attendait ni excuse ni compréhension. Elle disait simplement la vérité, comme un poids qu'elle devait déposer avant de partir. Julien l'écouta sans l'interrompre. À la fin, il demanda « Pourquoi t'es pas revenu, même après ?» Suzanne ferma les yeux un instant. « Parce que j'avais peur que vous me rejetiez, et que ce serait plus douloureux que le silence. » Julien réfléchit longuement, puis, contre toute attente, il tendit la main. Elle la prit, doucement, et dans ce simple geste, il y avait plus de pardon que 1000 discours. Avant de partir, Suzanne s'adressa à Mathieu. Elle le remercia, sincèrement, pour avoir fait ce qu'aucun autre n'avait osé, rester. Elle lui remit un petit carnet relié de cuir, contenant des lettres qu'elle avait écrites à Julien au fil des ans, sans jamais les envoyer. Elle demanda une chose, que l'enfant sache d'où il venait, même en avançant vers une autre vie. De retour à Lyon, Julien resta silencieux durant le trajet, mais le soir, après le dîner, il alla dans le bureau de Mathieu, s'installa sur le fauteuil habituellement réservé aux invités et dit « Elle m'a dit que j'étais la fin d'un cycle, que c'était à moi de faire autrement. » Mathieu hocha la tête. « Tu es libre de faire les choix que tu veux, et je serai là, quel qu'il soit. » Julien regarda le carnet posé sur ses genoux, puis leva les yeux. « J'ai fait mon choix. Je veux rester avec toi. Mais je veux garder son nom aussi. Je veux être Julien Morel-Durand. » Mathieu sentit sa gorge se serrer. Il acquiesça, incapable de parler immédiatement. Le choix de Julien était clair, fort, lucide. Il ne reniait pas son passé. Il l'intégrait, l'ancrait pour mieux avancer. La demande officielle d'adoption fut déposée avec ce nouveau nom. Julien, dans ses mots, voulait appartenir à son histoire et à celle qu'il construisait maintenant. Quelques semaines plus tard, ils reçurent une lettre du tribunal. L'adoption était validée.
Officiellement, juridiquement, humainement, Mathieu devenait le père de Julien. Ce soir-là, ils ouvrirent une bouteille de jus de pomme pétillant, mangèrent une tarte aux pommes achetée par Julien lui-même et s'assirent sur le canapé, côte à côte, à relire ensemble les premières pages du carnet de Suzanne. Ils ne disaient plus « si » ni « un jour ». Ils disaient « maintenant » et surtout « nous ». La lumière de fin d'été caressait les branches de la forêt qui bordait Saint-André. Le vent jouait doucement dans les feuilles, créant une musique familière, rythmée par le craquement des pas sur le tapis d'humus. Deux silhouettes avançaient lentement sur le sentier. L'une grande, aux épaules droites, l'autre plus petite, légère mais assurée. Mathieu et Julien marchaient côte à côte, en silence, guidés par la mémoire. Cela faisait presque un an, jour pour jour, que Mathieu avait trouvé Julien ici, recroquevillé entre les racines, le souffle faible, le regard perdu. Aujourd'hui, ils revenaient ensemble, non pour fuir, mais pour comprendre, pour fermer une boucle ouverte dans la douleur. Julien portait un sac à dos léger, un carnet de croquis et une gourde. Il s'arrêtait parfois pour observer un arbre, une pierre, un oiseau. Il ne cherchait plus à se cacher, il explorait. Mathieu, lui, regardait plus souvent le garçon que le chemin. Il mesurait à chaque pas le trajet invisible qu'ils avaient parcouru ensemble. Ce n'était plus le même enfant, ce n'était plus le même homme. Ils atteignirent enfin la petite clairière, où tout avait commencé. Le soleil filtrait à travers les feuillages, dessinant des taches dorées sur le sol. Julien s'arrêta, scruta les lieux. Il s'agenouilla près d'un arbre, posa la main sur l'écorce. C'était ici. J'étais allongé là. Je croyais que j'allais disparaître. Mathieu ne répondit pas. Il le laissa parler. Julien se releva. Mais t'es venu, et t'es resté. Il sortit de son sac un petit caillou blanc, poli par l'eau, ramassé près d'un ruisseau. Il le posa au pied de l'arbre. C'est pour me souvenir, pas de la peur, mais du moment où j'ai été sauvé. Mathieu sentit une chaleur douce envahir sa poitrine. Il posa une main sur l'épaule du garçon. Tu t'es sauvé aussi. Tu sais, t'as eu le courage de partir. Julien sourit, un vrai sourire large, libre. Peut-être, mais j'aurais jamais pu tout seul. Ils s'assirent dans l'herbe côte à côte. Julien sortit son carnet et dessina. L'arbre, le caillou, la lumière. Il dessinait comme on respire, sans effort. Pendant ce temps, Mathieu ferma les yeux un instant. Il n'était plus le patron distant, l'homme pressé. Il était simplement là, père de ce garçon, lié non par le sang mais par un choix profond, irréversible. Avant de repartir, Julien regarda autour de lui une dernière fois. Tu sais, je pensais que cette forêt c'était la fin, mais maintenant je crois que c'était le début. Mathieu hocha la tête, la gorge nouée. Tu as raison, c'est ici que tout a commencé. Ils reprirent le sentier, main dans la main. La forêt les regardait partir sans un bruit, complice discrète d'une histoire de renaissance. Et à l'orée des arbres, Julien se retourna une dernière fois. Maintenant, on va juste aller de l'avant. Et ils partirent vers leur avenir ensemble.